Europe 1. Mais d'abord le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est une terre française dévastée, les bidonvilles rasés par les vents, les baraques de tôle effondrées comme des châteaux de cartes en disent long sur la violence du cyclone Chido qui a frappé Mayotte ce week-end. Pour l'heure, l'hôpital déplore au moins 11 morts et 9 blessés graves, mais selon le préfet, le bilan pourrait atteindre des centaines, voire des milliers de victimes. Réunion de crise à 18h ce soir au ministère de l'Intérieur présidé par Emmanuel Macron. Bruno Retailleau, lui, est attendu en fin de matinée à Mamoudzou. Bonjour Wilfried de Villers. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Saint-Denis de la Réunion. Vous allez embarquer tout à l'heure avec les renforts qui se rendent à Mamoudzou. Un pont aérien est en place depuis hier entre les deux îles. Quels moyens ont été mobilisés, Wilfried ? Eh bien, un premier avion militaire est arrivé dès hier après-midi à Mayotte avec à son bord du matériel médical, des poches de sang pour venir en aide aux nombreuses victimes du cyclone. D'autres avions et des navires de la Marine nationale sont actuellement en route vers l'archipel chargés de matériel médical et de matériel EDF, mais aussi de vivres, de personnel, 140 membres de la sécurité civile et 20 tonnes de fret attendues avec impatience. Et il y a urgence sanitaire d'abord alors que le principal hôpital de Mayotte a été touché par le cyclone et qu'il peine à prendre en charge tous les blessés. Un hôpital de campagne doit être installé dans les prochaines heures. Wilfried, restez avec nous depuis Saint-Denis de la Réunion. On a pu joindre ce matin le porte-parole de la Fédération française des pompiers, le commandant Éric Brocardi. Combien de pompiers vont être mobilisés ? Écoutez sa réponse. C'est près d'une soixantaine de sapeurs-pompiers, notamment d'Île-de-France, qui vont arriver sur zone. On attend aussi dans les prochains jours une partie, on va dire, de sapeurs-pompiers spécialisés dans le montage d'hôpitaux temporaires et de campagne. Dans ce genre de situation, vous avez des équipes spécialisées en recherche de personnes qui vont permettre justement de pouvoir retrouver très rapidement des victimes avec tous les moyens nécessaires, comme effectivement les chiens, comme effectivement des caméras thermiques, comme effectivement des sonars qui vont permettre d'aller, comme en cas de catastrophe de type éboulement ou effondrement ou séisme, de pouvoir retrouver des personnes sous des décombres. Le commandant Éric Brocardi, joint ce matin par Christophe Bordet. Alors Wilfried de Villers, vous êtes toujours avec nous en direct de Saint-Denis de la Réunion. Vous allez vous rendre à Mayotte tout à l'heure. Sur place, c'est le chaos. Le nord de l'archipel, on le sait, a été balayé. Les bidonvilles sont dévastés. Qu'est-ce qu'on sait exactement de la situation sur place ce matin, Wilfried ? Eh bien, les images diffusées sur les réseaux sociaux par les médias locaux aussi laissent entrevoir un véritable paysage de désolation à Mayotte. Des amas de tôle, de bois, des arbres arrachés, des poteaux électriques au sol emportés par les puissantes rafales de vent jusqu'à 226 km/h dans certaines zones de l'archipel. À Mamoudzou, la capitale mahoraise, le bidonville de Kaweni, le plus grand de France, est désormais un champ de ruines. C'est simple, l'habitat précaire de l'archipel, plus d'un tiers des habitations a été entièrement emporté par le cyclone. Pour les pompiers, les secouristes déjà sur place, la tâche est immense. Il faut déblayer les routes, rétablir l'électricité, retrouver surtout les victimes du cyclone alors que certaines zones sont toujours complètement isolées. Ce matin aussi, de longues files d'attente s'étirent devant les supermarchés encore debout alors que la nourriture manque également à Mayotte. Merci beaucoup Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 à Saint-Denis de la Réunion. Et le cyclone Chido, lui, poursuit sa route. Il a déjà fait 3 morts au Mozambique. Anissa Haddadi, ce week-end, le phénomène a dévasté Mayotte, on l'a dit, vigilance violette, c'est l'alerte maximale. Comment on explique la violence de ce cyclone ? La première raison de la violence et des dégâts, c'est déjà que c'est l'œil du cyclone qui a frappé l'île. Et ça, on n'y pouvait rien. C'était la trajectoire du cyclone qui a visé cette île qui ne fait que 2 fois Paris. Donc elle s'est retrouvée vraiment dans l'œil du cyclone. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un cyclone se forme grâce à la chaleur des océans. Il faut que l'océan soit au moins à 26,5 degrés pour former un cyclone. Le vent souffle sur l'eau chaude, l'air humide s'envole et plus il monte en altitude, plus se forment des nuages et la tempête. Et là, c'est ce qui s'est passé. De gros nuages se sont formés parce que l'océan était chaud, d'où la violence de ce cyclone. Je vous rappelle que l'année 2024 est pour l'instant la plus chaude de l'histoire. Donc les cyclones et les ouragans ne seront pas plus nombreux, mais plus violent. Merci beaucoup Anissa Haddadi. 8h05 sur Europe 1. On l'a dit, Bruno Retailleau est attendu à Mayotte aujourd'hui pendant que son avenir au gouvernement se joue à Paris. Le ministre démissionnaire de l'Intérieur a de grandes chances de rester en poste. Il a d'ailleurs été le premier reçu vendredi soir à Matignon, quelques heures à peine après la nomination de François Bayrou. Au menu de leurs échanges, le projet de loi immigration promis pour le début d'année que le patron des socialistes, Olivier Faure, menace de censurer. Mais c'est une information Europe 1, Alexandre Chauveau. Bruno Retailleau
a d'autres cordes à son arc. Si Bruno Retailleau n'a rien perdu de sa détermination à réguler l'immigration, le ministre de l'Intérieur ne fait pas du vote d'une nouvelle loi un totem. Selon nos informations, c'est ce qu'il a indiqué vendredi soir à François Bayrou lors de leur entrevue à Matignon. Ces deux objectifs restent néanmoins inchangés, la lutte contre l'immigration illégale et la maîtrise de l'immigration légale. Mais sur la méthode, Bruno Retailleau reste ouvert. Certaines mesures pourraient ainsi être adoptées autrement que par le vote d'un nouveau texte. C'est le cas par exemple de la réduction du budget de l'aide médicale d'État, amendable via un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Autre disposition, le rétablissement du délit de séjour irrégulier qui pourrait être porté soit par le futur garde des Sceaux, soit par une proposition de loi venue du Parlement. Enfin, l'Intérieur estime que la lutte contre les réseaux de passeurs peut s'effectuer dans le cadre législatif actuel. Alors toutes ces mesures sont présentées par la place Beauvau non pas comme une marotte de Bruno Retailleau, mais comme une réponse à la volonté des Français. Sur les moyens, tout est possible tant que le cap et l'ambition restent les mêmes, résume un conseiller du ministre. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1, le projet de loi immigration qui reviendra sûrement dans la conversation ce matin entre Marine Le Pen et Jordan Bardella et François Bayrou. Premier entretien de la journée pour le Premier ministre qui recevra toutes les forces politiques représentées à l'Assemblée aujourd'hui avant de constituer son gouvernement. Allez, restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. La dernière ligne droite au procès de l'assassinat de Samuel Paty. Les réquisitions commencent aujourd'hui. À tout de suite. 7h, 9h, Europe 1 matin. Il est 8h08 sur Europe 1, la suite du journal. Fanny Marceau, Dimitri Pavlenko. Et donc, dernière semaine au procès de l'assassinat de Samuel Paty devant la cour d'assises spéciale de Paris. Sur le banc, 8 accusés, tous soupçonnés d'avoir participé de près ou de loin à l'attentat perpétré par Abdullah Anzorov. Le 16 octobre 2020, ce terroriste islamiste d'origine tchétchène avait décapité l'enseignant en pleine rue. Parmi les accusés, 2 sont jugés pour complicité d'assassinat terroriste, les 6 autres pour association de malfaiteurs à caractère terroriste. Les avocats généraux doivent livrer leur réquisition aujourd'hui, Jean-Baptiste Marty. Oui, après 6 semaines de longs débats, c'est aux avocats généraux de prendre la parole et d'étayer le cas de chaque accusé. D'abord, les peines les plus lourdes pour Naïm Boudaoud et Azimeb Sirkanov, 2 amis d'enfance d'Abdullah Anzorov. Ils sont jugés pour complicité d'assassinat terroriste et en cours la réclusion, criminels à perpétuité, eux qui ont aidé le terroriste islamiste à se procurer l'arme du crime. À leur côté, dans le box, 2 autres accusés, Brahim China, père de la collégienne à l'origine des fausses rumeurs sur Samuel Paty, et Abdelhakim Sefrioui, militant islamiste, eux qui ont lancé une véritable campagne de harcèlement sur les réseaux sociaux à l'encontre du professeur d'histoire-géographie. Jugé pour association de malfaiteurs à caractère terroriste, ils encourent 30 ans de réclusion criminelle, tout comme les 4 derniers accusés, des proches d'Abdullah Anzorov, qui comparaissent libres, des accusés appartenant à la sphère djihadiste et qui échangeaient régulièrement avec le terroriste islamiste sur les réseaux sociaux. Ils encourent aussi 30 ans de réclusion criminelle. Les réquisitions doivent durer toute la journée. Le verdict est quant à lui attendu en fin de semaine. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1 et à Avignon, dernière semaine aussi pour le procès Pellico, procès dit des viols de Mazan. Les 51 accusés auront aujourd'hui une dernière occasion de s'exprimer avant la délibération. Verdict attendu a priori jeudi. Et puis il a appelé à la paix, à la prière aussi pour Mayotte. Le pape François était à Ajaccio hier. Le souverain pontife a beaucoup touché les Corses. Oui, visite historique, la première d'un souverain pontife sur l'île de Beauté qu'il a accueilli en véritable prince. Discours, bain de foule, messe célébrée devant plus de 9000 fidèles aux Casonnes sur les hauteurs de la ville. Des mots, des gestes qui resteront pour toujours dans la mémoire corse. Reportage du correspondant d'Europe 1, Frédéric Michel. Une visite express, 9 heures seulement passées sur l'île, mais suffisamment pour remplir de bonheur tout un peuple. Très bel événement. Des valeurs à continuer à développer. De l'émotion et de la communion. Il nous a rendus heureux. Pour les Corses, comme ce jeune scout, cette visite du Saint-Père est une marque de reconnaissance. Ça fait 2000 ans que la Corse attend ça. Voilà, la Corse aussi compte dans le monde. À la fin de la messe, le cardinal Bustillo, l'un des artisans de cette visite du pape en Corse, a remercié le Saint-Père. Nous vous disons un grand merci, un immense merci, Saint-Père. La société a besoin de modèles capables de croire et d'espérer. La société française a besoin de retrouver le goût de la vie et l'espérance. Un message aussi adressé à la jeunesse. Chloé et Serena sont venues de Porto Vecchio avec des copines. Pour que les jeunes reviennent à l'église et à la messe et envers Dieu, pour la foi. Je pense que ça a pu leur ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Moi j'ai 17 ans, je ne pensais jamais rencontrer le pape de ma vie et je suis vraiment la plus heureuse, surtout d'avoir reçu la bénédiction, d'avoir assisté à la messe. La Corse, terre de tradition, a aussi montré au monde entier sa ferveur. Frédéric Michel à Ajaccio pour Europe 1. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Allez, restez avec nous.